Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je tiens à remercier les membres du comité d'organisation scientifique des 7e journées de médecine libérale de Kairouan, particulièrement mon maître professeur Fath El-Amri. Donc je profite de cette occasion pour lui exprimer toute ma reconnaissance envers Dr Amri, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler et de faire mes premiers pas en médecine quand je suis passée en 2006 en tant qu'interne au service de pédiatrie à l'hôpital Ibn Jazza de Kairouan. Donc on va parler aujourd'hui des actualités de prise en charge des pneumopathie aiguë communautaire et on a choisi ce thème avec professeur Amri parce qu'il y a du nouveau concernant la prise en charge des pneumopathies aiguës communautaires. Donc en introduction, donc les pneumopathies aiguës communautaires, c'est une pathologie très fréquente, que ce soit en milieu de pneumologie ou bien en médecine de première ligne ou bien en médecine d'urgence. Elle occupe le premier rang des infections traitées par antibiothérapie et c'est la première cause de mortalité d'origine infectieuse dans le monde, malgré la diffusion large des antibiotiques. Elle est associée à des germes, à des agents infectieux qui sont particulièrement virulents, surtout le streptocoque pneumonique qui est associé à une morbimortalité, surtout lorsqu'il survient chez des patients qui ont beaucoup de comorbidités. La prise en charge des pneumopathies aiguës communautaires, elle doit répondre à 3 questions. Tout d'abord, quels sont les examens à pratiquer? Quels malades hospitalisés et quels sont ceux qui peuvent être traités au domicile? Et quelle est l'antibiothérapie la plus pertinente? Actuellement, la prise en charge des pneumopathies aiguës communautaires, elle répond à des recommandations internationale, elle est très bien codifiée selon des algorithmes qui ont été actualisés. Donc légèrement cause, quel que soit le profil de patient, que ce soit pris en charge en ambulatoire, en intra-hospitalier, en milieu médical ou bien en milieu de soins intensifs, le pneumocoque occupe, comme vous voyez ici, le premier rang des germes en cause. Mais malgré tout ceci, malgré le développement de tests diagnostiques microbiologiques et moléculaires pour mettre en évidence l'agent infectieux causal des pneumopathies aiguës communautaires, il y a plus que 50% des cas où il n'y a pas de documentation microbiologique. Et c'est pour ça que la prise en charge des pneumopathies aiguës communautaires repose sur une antibiothérapie qui est probabiliste, qui est empirique, à prescrire en fonction du tableau radioclinique du patient. La problématique qui se dégage face à ces pneumopathies aiguës communautaires, c'est la variabilité microbiologique et la résistance aux antibiotiques. Du fait d'une surprescription et d'un mauvais usage des antibiotiques, ceci a amplifié le problème des résistances bactériennes aux antibiotiques et qui a rendu certaines souches bactériennes difficilement traitables. Et selon l'OMS, selon les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé en 2050, les infections à bactéries multirésistantes représenteront la première cause de mortalité dans le monde et c'est pour ça on parle d'une pandémie silencieuse, celle de la résistance aux antibiotiques. Donc depuis ces 5 dernières années, on a vu une grande évolution dans l'élaboration des recommandations de prise en charge des pneumopathies aiguës communautaires. Donc il y a plusieurs efforts qui ont été faits par les sociétés savantes. En 2019, on a vu après 2010 où il y avait une actualisation des données des recommandations concernant la Société de pneumologie de langue française, la Société de pathologie infectieuse de langue française et de l'APSAPS. C'était la dernière recommandation en 2010. En 2019, l'American Thoracic Society, elle émet d'autres recommandations pour la prise en charge de ces maladies. Il y a également les recommandations de l'European Respiratory Society qui ont paru en 2023. Également des recommandations belges. Il y a une actualisation de la prise en charge de la prescription des antibiotiques par l'INEA Santé en Tunisie dans le rapport de bon usage des antibiotiques. Il a paru en 2024 et actuellement en 2025, particulièrement en février, il a paru la recommandation, le texte lent des recommandations de la Société de pneumologie de langue française, de la Société de pathologie infectieuse de langue française, la Société française de médecine d'urgence, la Société française de microbiologie et également la Société de réanimation et la Société française de radiologie. Donc, tout sur l'actualisation de ces recommandations. Je me suis basée dans ma présentation sur l'actualisation actuelle de 2025. Donc, pourquoi on a émis toutes ces recommandations? Parce qu'il y a une augmentation continue de la résistance aux antibiotiques, pour revoir nos pratiques pour garantir l'efficacité des traitements et dans le but de limiter
le risque des résistances. Et c'est pour ça, donc les recommandations actuelles, ils parlent particulièrement des actualités pour le diagnostic précis et la stratification des patients. Il y a de l'actualité concernant le choix initial de l'antibiothérapie et également pour l'optimisation des doses et de la durée du traitement. Donc on va commencer par le diagnostic précis et la stratification des patients. Donc comment on va procéder au diagnostic? On va faire un bon diagnostic sur le plan clinique mais également radiologique. On va apprécier la gravité, on va faire une démarche étiologique, microbiologique et bien sûr une antibiothérapie. Pour faire un bon diagnostic, nous, en tant que cliniciens, donc n'importe le secteur d'activité, on sait que sur le plan clinique, les pneumopathies aiguës communautaires, c'est un diagnostic qui est radioclinique. La clinique, elle est très évocatrice, donc elle associe des signes infectieux, la fièvre, la douleur thoracique en point de côté et la présence de crépitants en foyer à l'auscultation. Et généralement et conventionnellement, la radiographie thoracique associée à la clinique suffit pour le diagnostic positif des pneumopathies aiguës communautaires. Et actuellement, on n'y a pas d'essais randomisés contrôlés qui ont comparé une stratégie clinico-biologique versus clinico-radiologique en matière de consommation d'antibiothérapie. Ce qui est stipulé dans les recommandations de 2025, c'est l'apport de l'imagerie thoracique pour le diagnostic. Donc la radiographie thoracique, elle reste le premier examen, bien sûr, à demander devant toute symptomatologie thoracique associée à des signes infectieux. Dans les pneumopathies aiguës communautaires ambulatoires, la radiothorax de face, quand elle est faite de bonne qualité, donc dans un délai de moins de 3 jours, elle suffit au diagnostic positif. Lorsqu'il y a une forte présomption de pneumopathie aiguë communautaire avec une la radiographie thoracique ne doit pas retarder l'antibiothérapie. C'est-à-dire lorsque le patient il est donc en insuffisance respiratoire aiguë, il y a sur le plan clinique les signes infectieux, il y a le crépitant en foyer, donc on doit instaurer rapidement l'antibiothérapie. Pour les patients hospitalisés non graves et graves, la radiographie pulmonaire, voire la TDM thoracique, elle est recommandée. Pour l'échographie pleuropulmonaire clinique, et on parle de plus en plus actuellement depuis ces 10 dernières années de l'apport de l'écho pulmonaire pour le diagnostic de pneumopathie aiguë communautaire et d'autres pathologies respiratoires. Donc, je souligne dans cette perspective que l'échographie pulmonaire, elle est faite par le clinicien. Elle doit être faite par un clinicien qui est très formé donc pour la pratique de cet écho. Donc l'échographie faite par le clinicien et ne remplace jamais l'échographie thoracique faite par les experts, par les radiologues, mais c'est un moyen de débrouillage lorsqu'elle est très bien faite par un clinicien qui est formé pour le diagnostic des pathologies pleurales, mais également des pathologies parenchymateuses dans les pneumopathies aiguës communautaires. Donc c'est un outil fiable pour le diagnostic des pneumopathies aiguës communautaires si elle est bien faite. Elle peut être proposée de première intention en alternative à la radio pulmonaire sous réserve d'une bonne formation préalable validée du praticien. Elle est indiquée également chez les patients en IRA, rendant difficile la réalisation d'une radio pulmonaire de bonne qualité. Donc elle peut nous gagner du temps pour instaurer très rapidement le traitement antibiotique en attendant de faire des examens beaucoup plus poussés. La TDM thoracique est là c'est un examen qui est très performant pour le diagnostic, à condition que ça soit fait une TDM à faible dose et pour minimiser le risque d'irradiation, mais également pour essayer d'explorer le parenchyme. Donc on n'a pas besoin de faire des rayons beaucoup plus, et bien sûr l'injection. Sauf si on va suspecter une pathologie autre, néoplasique notamment, sous-jacente. Donc, elle permet le diagnostic, quelles que soient les données de la radio pulmonaire. Donc, les performances diagnostiques, ils sont supérieures à l'imagerie standard et les faits en cas de doute diagnostique et chez les patients alités où il y a un doute sur une atteinte des bases qui est objectifiée sur la radiothorax de face. Donc, pour les PAC ambulatoires, la TDM, elle est non recommandée. Donc, la radiographie thoracique de face suffit. Pour les PAC hospitalisés, non graves et graves, la TDM, elle est faite puis doute diagnostic. Donc on a abordé le volet diagnostic, radioclinique. Donc on va apprécier, la seconde étape, c'est apprécier la gravité. Pour apprécier la gravité, donc comme avant, donc on l'a déjà su et lu,
c'est 2 scores de gravité. Il y a le score de Fine, qui est le Pneumonia Severity Index, le PSI. C'est un score de gravité qui classe la gravité de pneumopathie communautaire en 5 stades. C'est un score qui met donc on tient compte des comorbidités, de l'âge, des signes cliniques qui sont très détaillés. Donc c'est un score qui est chronophage, surtout en milieu d'urgence. Et c'est un score qui est validé beaucoup plus, qui est plus sensible et spécifique, qui prédit de l'évolution défavorable chez les patients qui ont une PAC. Donc, et c'est pour ça, donc, on propose beaucoup plus le CRB. Le CRB, c'est pour la confusion. R, c'est pour le rythme respiratoire qui excède le 30 cycles par minute. B, c'est une tension artérielle qui est basse au-dessous de 90 mm de mercure de systolique et moins de 60 mm de mercure de diastolique, avec un âge supérieur ou égal à 65 ans. Donc, le score de CRB, c'est un score qui est rapide d'utilisation, qui est très pratique. Donc, surtout en milieu d'urgence. Un seul critère, la présence d'un seul critère, impose une prise en charge des PAC au milieu hospitalier. Donc, il faut adresser le patient vers les urgences ou à l'hôpital. Pour la gravité des PAC, là, on va parler des PAC graves qui relèvent de la prise en charge au milieu de réanimation, au milieu de soins intensifs. Donc, selon les critères de l'ATS qui n'ont pas changé, même dans les recommandations de 2019, on parle d'une pneumopathie aiguë communautaire grave s'il y a parmi ces critères un critère majeur ou bien au moins 3 critères mineurs. Donc les critères majeurs, c'est la présence d'un état de choc septique, c'est une insuffisance respiratoire aiguë qui requiert d'une ventilation mécanique, et pour les critères mineurs, c'est une polypnée avec un rythme respiratoire qui excède 30 cycles par minute, une atteinte multilobaire, un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur ou égal à 250, la présence de signes neurologiques, élévation de l'urée, leucopénie, thrombocytémie, hyperthermie ou bien hypotension, conduisant au recours aux vasopresseurs. Donc la présence d'un critère majeur ou bien 3 parmi les critères mineurs impose la prise en charge des PAC au milieu de soins intensifs. Donc pour les éléments d'orientation dans le cadre de la démarche étiologique, quel germe responsable d'une pneumopathie aiguë communautaire plus que d'autres? Le pneumocoque, puisque c'est le germe le plus incriminé sur le plan épidémiologique, fréquence et morbimortalité. Donc les signes qui évoquent le pneumocoque sont le début brutal de la symptomatologie, la fièvre élevée depuis le premier jour, le malaise général, le point douloureux thoracique, et surtout sur le plan radiologique, on voit l'opacité systématisée avec qui est de nature alvéolaire et qui occupe un lobe ou bien un segment d'un lobe. Avec, sur le plan biologique, des éléments qui orientent vers un syndrome inflammatoire biologique avec une hyperleucocytose. Pour les éléments en faveur de bactéries atypiques, notamment le mycoplasme pneumoniae et chlamydia pneumophila, il y a un contexte épidémique, notamment pour le mycoplasme pneumoniae. Il y a un début qui est généralement progressif en 2 à 3 jours, puis installation des signes fonctionnels respiratoires. Ce plan radiologique, ça donne plutôt un infiltrat, un syndrome interstitiel avec bilatéralité des lésions. Les éléments en faveur d'une légionellose, donc ils sont importants à savoir parce que la légionellose c'est un germe qui survient dans un cadre épidémique, un cadre un peu particulier et qui est plus que il est doté d'une gravité plus que le pneumocoque. Généralement, il y a un contexte épidémique ou bien une situation à risque telle qu'un voyage thermal, l'exposition de l'eau en aérosol contaminé. Il y a le terrain, ce sont des comorbidités fréquentes, un tableau clinique évocateur avec une pneumonie d'allure sévère. Il y a des signes extra-thoraciques, notamment digestifs et neurologiques, avec ce qui attire l'attention vers les légionelloses, ce sont l'échec d'une bêta-lactamine prescrite de première ligne. Une fois le patient n'a pas évolué favorablement sous bêta-lactamine, il faut penser aux légionelloses, d'autant plus que le tableau il est sévère. Donc, dans le cadre de la démarche étiologique, donc, on prescrit généralement des biomarqueurs, donc la CRP, la procalcitonine, on prescrit des examens à d'autres microbiologiques, l'antigénuride de pneumocoque et légionnelle, et des examens autres tels que les hémocultures ECVC. Et actuellement, de plus en plus, on a tendance à prescrire la PCR
sur des prélèvements respiratoires, que ce soit haut ou bas, on va les détailler. Pour les biomarqueurs, la CRP, c'est la C-réactive protéine, elle est peu sensible, donc la sensibilité elle est variable de 40 à soit 90%, mais à tenir compte en fonction du seuil fixé. Elle ne différencie pas entre l'origine virale ou bien bactérienne, il faut se méfier de ce marqueur, mais des taux élevés, ils sont associés à un pronostic sévère et aucun intérêt dans le suivi du taux du CRP. Au début, elle est élevée ou bien elle va diminuer, donc aucun effet de suivre cette cinétique. Et de ce fait, elle n'est pas recommandée. La procalcitonine, donc il faut savoir que plusieurs essais et méta-analyses, ils sont toujours intéressés par ce marqueur dans le but de raccourcir la durée de traitement antibiotique au cours des infections respiratoires hospitalisées. Et les seuils de procalcitonine sont utilisés dans les PAC sévères avec sepsis en complément du jugement clinique, et ceci pour aider à l'arrêt précoce des antibiotiques avec un risque moindre de survenue de colite post-médicamenteuse. Et de ce fait, la procalcitonine, c'est un marqueur qui n'est pas recommandé. L'examen cytobactériologique des crachats, donc en ambulatoire, il n'est pas recommandé, ça c'est sûr. On le demande chez les patients hospitalisés non graves, mais il est recommandé uniquement chez les patients qui ont des expectorations mucopurulentes, mais sous réserve que cet examen doit être fait de bonne qualité, avec un acheminement rapide au laboratoire. Et sur le plan technique, il faut bien expliquer aux patients comment on va faire un examen cytobactériologique des crachats le matin à jeun avec un prélèvement de bonne qualité. Également, il est indiqué chez les patients traités de manière probabiliste avec une antibiothérapie non conventionnelle. Donc, lorsque le patient hospitalisé, il a été pré-traité par une antibiothérapie qui ne suit pas les recommandations, autres que l'amoxicilline, acide clavulanique et céphalosporine de 3e génération. Chez les patients également des antécédents d'infections respiratoires à Staphylococcus aureus ou bien à Pseudomonas aeruginosa, il faut s'acharner à faire le CBC dans le but de tomber sur ce germe et vérifier la résistance aux antibiotiques. Chez les patients hospitalisés qui ont reçu une antibiothérapie parentérale dans les 3 derniers mois, également pour essayer de tomber sur un germe qui a et rechercher son profil de résistance ou bien de sensibilité. Et en cas de non-réponse au traitement antibiotique de première ligne et ou de l'évolution défavorable au bout de 3 jours. L'antigénurie, donc que ce soit pour le pneumocoque ou bien pour la légionelle, il y a un faible taux de positivité qui est variable entre 1,6 à 4,2%. Malheureusement, donc il ne faut pas se fier totalement aux résultats des antigénuries. Donc chez les PAC ambulatoires, il n'est pas recommandé. Chez les PAC hospitalisés non graves, pour le pneumocoque, donc il n'est pas recommandé. Donc on va faire un examen en plus et c'est du gaspillage d'argent parce que c'est un test qui est coûteux. Pour la légionelle, il est recommandé en cas de clinique évocatrice. Gravité du tableau, contexte épidémique, comorbidité et présence de signes extrathoraciques, notamment digestifs et neurologiques. Chez les patients hospitalisés graves, quel que soit le germe suspecté, on recommande de faire l'antigénurie bactérienne. Les hémocultures, donc chez les PAC ambulatoires, bien sûr, il n'est pas recommandé. Chez les PAC non graves, il est recommandé uniquement, comme on l'a dit tout à l'heure avec le CBC, s'il y a un doute diagnostique, s'il y a un contexte d'immunodépression, patient traité de façon probabiliste par une antibiothérapie non conventionnelle, des antécédents de colonisation par d'autres germes, le staph ou bien le pseudomonas, et en cas de non-évolution favorable après 72 heures de traitement. Chez les patients PAC hospitalisés graves, au moment des pics fébriles, on doit faire des hémocultures. Pour la biologie moléculaire, la PCR, la polymérase chain reaction multiplex, la PCR en temps réel, c'est une méthode de référence pour la détection des virus et des germes atypiques. Les PCR virales, que ce soit triplex ou quadriplex, donc qui va rechercher plus que 3 virus de la grippe A, B, le respiratoire syncytial et le SARS-CoV-2. On n'utilise plus les PCR à germe unique, donc c'est dépassé. La PCR à panel étendu, on parle d'un PCR syndromique, on va rechercher plusieurs germes à la fois. On va faire une amplification de séquences génomiques à partir du même échantillon, virus et pathogènes bactériens, et on distingue des panels hauts et des panels bas.
Donc pour la PCR multiplex, elle est intéressante pour le diagnostic pansyndromique avec détection des gènes de résistance. Elle est sensible, elle est spécifique, elle est rapide, donc de pratique courante. Elle permet une adaptation antibiotique précoce avec des escalades ou escalades avec une rapidité de mise en place des précautions complémentaires. Les limites, c'est les panels qui sont non exhaustifs, la possibilité de colonisation, de contamination qui n'est pas faite de façon sûre par les PCR et le coût. Donc pour les PCR de multiplex panel respiratoire haut. Donc on fait une étude PCR sur des prélèvements nasopharyngés. Donc on va rechercher les principaux virus respiratoires, la grippe, coronavirus et VRS, respiratoire syncytial, et on peut aller jusqu'à 10 à 15 virus. Pour les bactéries atypiques, ça c'est on parle toujours du panel O. Les bactéries atypiques sont principalement les 3 bactéries atypiques, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasme pneumoniae et Legionella, et on peut détecter d'autres germes atypiques. Donc pour le panel respiratoire bas, on va faire des prélèvements respiratoires beaucoup plus bas, des aspirations bronchiques ou bien trachéales, des prélèvements distales protégés ou bien un lavage bronchiolo-alvéolaire. Donc on va détecter en plus des germes détectés par le panel respiratoire haut, mais également on va détecter les bactéries potentiellement pathogènes, les BG-, et on va associer également donc 18 autres bactéries, dont 15 sont cultivables. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va détecter dans le panel bas les gènes de résistance aux antibiotiques. Les recommandations pour la pratique de la PCR multiplex, donc ce qui est ambulatoire, donc on ne fait ni le panel haut ni le panel bas. Si en médecine de première ligne, on fait la prescription des PCR multiplex pour des malades qui ne sont pas graves, peuvent être traités en ambulatoire, c'est très coûteux. Donc ça coûte très cher pour le patient et c'est sans implication parce qu'on peut raisonner selon un contexte épidémiologique. Si on va hospitaliser le patient en milieu médical, on va faire le panel haut, mais seulement si contexte épidémique et ou clinique qui est évocateur, notamment si on suspecte la présence d'une bactérie atypique. Le panel bas chez les patients hospitalisés en milieu médical, c'est pas recommandé. Et pour les patients hospitalisés en soins intensifs, on va pratiquer le panel haut seulement pour les malades s'il y a un contexte épidémique, mais on va prescrire le panel bas si on va prescrire une antibiothérapie autre que l'amoxicilline acide clavulanique et les céphalosporines de 3e génération en IV ou bien des macrolides. Donc toujours raisonner en fonction de l'utilité de la PCR multiplex et de son implication thérapeutique et raisonner en fonction du coût également. Donc en résumé, chez les patients ambulatoires, donc on peut se fier sur la clinique, sur l'aspect radiologique, prescrire un traitement et voir l'évolution après. Pour les patients hospitalisés, chez les patients non graves, on prescrit le CBC selon la situation, les hémocultures également selon la situation, antigénurie légionnelle seulement si argument évocateur, PCR viral quadriplex selon la période et la PCR syndromique panel O si recherche de mycoplasme pneumoniae, les germes atypiques. En milieu de réanimation, les PAC graves, on prescrit le CBC, les hémocultures, les antigénuries, les jaunets, les pneumocoques, les PCR virales quadriplex seulement selon période, le PCR syndromique panel haut si recherche de germes atypiques et le PCR syndromique panel bas si le patient il reçoit une antibiothérapie qui est non recommandée. Donc pour la prise en charge thérapeutique, on va prendre en charge en ambulatoire ou bien en intra-hospitalier et on va discuter l'antibiothérapie. Donc pour la décision de prise en charge ambulatoire ou bien en hospitalisation, ça n'a pas changé par rapport aux anciennes recommandations. On hospitalise un patient avec une PAC s'il y a des facteurs de risque de mortalité avec les signes de détresse vitale, neurologique, respiratoire et hémodynamique, mais aussi en cas de complications avec une suspicion d'épanchement pleural purulent ou bien d'absédation associée, des conditions socio-économiques défavorables ou bien une observance thérapeutique prévisible. Donc également, on va raisonner en fonction des facteurs de risque de mortalité, notamment l'âge supérieur ou égal à 65 ans avec la présence des comorbidités. Donc la présence d'un âge supérieur ou égal à 65 ans avec des comorbidités va justifier l'hospitalisation au milieu médical. Donc on a discuté le lieu de prise en charge, on va passer au choix initial de l'antibiothérapie. Donc il faut savoir que
l'antibiothérapie en matière de PAC, c'est un traitement qui est empirique. Elle est probabiliste, elle est basée sur le profil épidémiologique et la présence de comorbidité du patient. En ambulatoire ou bien en intra-hospitalier, chez les PAC non graves, on prescrit une monothérapie, ça sert à rien de prescrire une bithérapie. Chez les PAC graves, donc on prescrit une bithérapie. Ça, c'est pour le choix initial de l'antibiothérapie, parce qu'on peut prescrire au début une monothérapie et bien changer, donc associer un autre antibiotique à l'évaluation. Et on prescrit des molécules à spectre étroit, notamment les bêta-lactamines et les macrolides. Pour le choix de l'antibiothérapie et selon les recommandations actuelles de 2025, on tient en compte en plus des recommandations anciennes de la notion d'hospitalisation dans les 3 derniers mois et de l'antibiothérapie dans le mois précédent. Donc, avant, on ne tenait pas en compte de ces 2 données parce que ça va impliquer le choix de l'antibiotique qu'on va prescrire. Également, il y a l'éthylisme chronique, il y a les troubles de la déglutition, la maladie neurologique. Il y a cette spécification concernant la pathologie respiratoire chronique. On parle de BPCO sévère. Donc, avant, on dirait la pathologie respiratoire chronique qui va inclure de façon vague toutes les pathologies. Actuellement, c'est une BPCO avec définition de l'obstruction, avec un VEMS qui est inférieur à 50%, ou bien l'insuffisance respiratoire chronique avec la prescription d'un traitement instrumental, oxygène de longue durée, ou bien un VNI. Là, si vous vous rappelez des données des anciennes recommandations, l'âge ici, il ne fait plus partie des critères de choix de l'antibiothérapie. Donc avant, on parlait du sujet jeune, sujet âgé, avec comorbidité, sans comorbidité. Là, l'âge, il n'est plus considéré comme un facteur qui va influer la prescription d'antibiothérapie. Donc, l'antibiothérapie, elle doit répondre à 5 impératifs. Elle doit être urgente à instaurer dans les 4 à 8 heures depuis le diagnostic. Elle doit être probabiliste. Elle va toujours couvrir le pneumocoque. Si elle est grave, elle va couvrir également la légionelle. Et si inhalation, elle va couvrir le staphylocoque, les entérobactéries. Et si en période grippale, elle va couvrir le staphylocoque, l'hémophilus et les streptocoques. Donc, également, à prendre en considération l'état de résistance de la région. Elle doit être réévaluée à 72 heures et garder le souci d'écologie bactérienne dans le but de réduire la durée de l'antibiothérapie. Pour l'antibiothérapie chez les PAC traités en ambulatoire. Donc, si le patient il est sans comorbidité et en première intention on suspecte le pneumocoque, l'antibiothérapie de première intention c'est l'amoxicilline. Et si allergie à l'amoxicilline, on va prescrire des macrolides, de la pristinamycine, de la doxycycline et en dernier lieu, on peut prescrire les fluoroquinolones. Et si suspicion de germes atypiques, ce sont des macrolides ou pristinamycine ou doxycycline ou fluoroquinolone. Avant vous voyez ici la doxycycline, elle est revenue sur le terrain de prescription des antibiotiques. Et si échec à 48 heures, si on suspecte le pneumocoque, on va passer vers un macrolide. Et chez les patients chez qui il y a une suspicion de germes atypiques, donc s'il y a un échec à 48 heures, switcher vers l'amoxicilline et si allergie, pristinamycine, doxycycline ou bien fluoroquinolone. Donc ici, pour le switch à 48 heures, on a moins de tendance à prescrire les fluoroquinolones. Et chez les patients avec des comorbidités, le premier choix, c'est l'amoxicilline acide clavulanique. Si allergie non grave, ceftriaxone ou bien céfotaxime. Et allergie grave, donc on va prescrire la lévofloxacine. Et si échec à 48 heures, on va hospitaliser. Ça, c'est l'algorithme de décision pour les pneumopathies aiguës communautaires actualisé chez les patients traités en ambulatoire. Et bien sûr, pensez aux co-infections virales et bactériennes, syndrome grippal, période épidémique et contexte familial avec contexte de PAC grave. À ce moment-là, on a tendance à prescrire l'amoxicilline acide clavulanique. Donc pour les PAC hospitalisés, donc on va différencier PAC non grave et PAC grave. Donc ici, on ne parle plus de sujet jeune et sujet âgé. S'il n'y a pas de comorbidité, le premier choix, c'est l'amoxicilline. Ça, c'est pour les patients non graves qui sont hospitalisés en milieu médical. Alternative, c'est les céphalosporines de 3e génération parentérale. Des patients avec des comorbidités, donc l'amoxiclave, c'est le premier choix. Et s'il y a suspicion de co-infection bactérienne d'une infection virale, on va prescrire l'amoxiclave. Donc, ce n'est plus comme avant. On avait une tendance à prescrire des macrolides. Actuellement, ce qui est recommandé, c'est l'amoxiclave. S'il y a un tableau évocateur d'infection à bactéries atypiques, à ce moment-là, le premier choix, c'est le macrolide. Comme alternative, c'est la lévofloxacine.
Et la lévofloxacine, elle est à prescrire uniquement si allergie grave aux bêta-lactamine ou bien si contre-indication aux macrolides en cas de suspicion de bactéries atypiques. Il faut préserver toujours cette molécule. Si PAC grave, la molécule recommandée, c'est une bithérapie, céphalosporine 3e génération parentérale et macrolide. Et en cas d'allergie aux bêta-lactamine ou bien alternative thérapeutique, la lévofloxacine uniquement si allergie aux contre-indications à l'utilisation des bêta-lactamines. Pour les PAC à bactéries atypiques, donc s'il y a suspicion de légionellose, ce sont les macrolides. Si forme grave ou contre-indication, on va prescrire les lévofloxacine. S'il y a suspicion de mycoplasme pneumonie, c'est les macrolides et si échec ou bien comme alternative, les cyclines. Donc on voit de plus en plus les cyclines dans l'arsenal thérapeutique dans l'antibiothérapie. Et si on suspecte chlamydia pneumonie, c'est les macrolides. Et si contre-indication aux macrolides, c'est comme deuxième choix, c'est les cyclines. Et si contre-indication aux macrolides et aux cyclines, on va prescrire la lévofloxacine. Donc les lévofloxacines sont prescrits pas au plan B, au plan C. Le traitement adjuvant, la corticothérapie, le rôle des corticothérapies, on sait toujours qu'il y a contre-indication des corticoïdes chez les patients qui ont une PAC. Mais il faut les prescrire parce qu'ils ont un rôle dans la réduction de la réponse inflammatoire au cours des pneumonies qui vont conduire à la réduction des dommages pulmonaires et du SDRA. Donc on va les prescrire dans les pneumopathies aiguës communautaires qui sont graves, donc elles sont recommandées. Pour les PAC non sévères, on va les prescrire seulement lorsqu'il y a une maladie pulmonaire obstructive, notamment l'asthme ou bien BPCO, et qui doivent être en exacerbation avec une réponse inflammatoire qui est importante avec des malades qui sibilent. Donc pour le suivi et l'évolution, le suivi doit être rigoureux. On va surveiller cliniquement la réponse au traitement, la température, les signes respiratoires, l'auscultation, réévaluer cliniquement de façon systématique au bout de 24 à 48 heures et la stabilité clinique va justifier l'arrêt du traitement, mais au bout de après quelle durée de traitement, on va le voir après. Faut-il faire une radiothorax de contrôle? Non. Donc il ne faut pas faire une radiothorax de contrôle de façon systématique si l'évolution elle est favorable. Et on va la pratiquer sauf s'il n'y a pas d'amélioration ou aggravation des signes respiratoires ou bien des facteurs de risque de maladies néoplasiques, notamment un âge supérieur à 50 ans ou bien un tabagisme actif qui excède les 20 paquets années. Si pas d'amélioration et ou aggravation clinique, on va switcher l'antibiothérapie ou bien associer un antibiotique, hospitaliser le patient, pousser les prélèvements à visée microbiologique, notamment l'examen cytobactériologique des crachats, les hémocultures, les prélèvements distals protégés, le lavage bronchiolo-alvéolaire et bien sûr procéder à une imagerie thoracique avec TDM. Donc, on va envisager une sortie précoce si stabilité clinique et passage au traitement par voie orale pour réduire les risques associés au séjour hospitalier prolongé et aux coûts inutiles. Pour la durée du traitement, donc, au fil des années, les recommandations actuelles depuis 2016, d'après les recommandations allemandes, les recommandations françaises, les recommandations américaines, vont vers le raccourcissement de la durée du traitement. Et pourquoi cette initiative pour réduire la durée de traitement? Parce que on va réduire les effets indésirables liés au traitement, on va prévenir l'émergence des résistances aux antibiotiques et réduire les perturbations du microbiote, on va réduire le coût donc du traitement antibiotique et améliorer l'observance parce que plus on réduit la durée, plus le patient il est observant. Et bien sûr comment? En se basant sur des critères cliniques, peut-être point d'interrogation pour l'utilisation des biomarqueurs, notamment la procalcitonie. Donc comment on va juger de l'amélioration clinique? Depuis 2019, donc selon les recommandations de l'ATS, on parle des critères de stabilité clinique. Donc tous ces critères de stabilité clinique, notamment une température inférieure ou égale à 37,8, pression artérielle systolique supérieure à 90, avec une fréquence cardiaque au-dessous de 200 battements par minute, fréquence respiratoire dans la normalité inférieure à 24 cycles par minute, avec une saturation supérieure ou égale à 90%, ou bien une PaO2 supérieure ou égale à 60 mm de mercure en air ambiant, pas de signes neurologiques, pas de confusion, avec une aptitude à prendre un traitement oral. Si présence de tous ces signes de stabilité clinique, on va justifier l'arrêt du traitement. Même si la présence de tous ces
de stabilité clinique au bout de J3, donc on doit arrêter le traitement antibiotique. Et c'est ce qui est recommandé. S'il y a une PAC avec des critères de stabilité à J3, donc la durée recommandée c'est 3 jours, PAC avec signe de stabilité entre 3 et 5 jours, c'est 5 jours, et autres, donc 7 jours. Donc la durée recommandée ne doit pas excéder les 7 jours. Mais un traitement supérieur à 7 jours doit être toujours argumenté, tel que la présence d'absédation ou bien la présence d'une plérésie purulente qui est associée à ce moment-là. On doit prolonger le traitement antibiotique. Donc, la prise en charge thérapeutique des pneumopathie aiguë communautaire repose sur l'antibiothérapie qui doit être instaurée en urgence, sur la prise en charge nutritionnelle des patients, mais il y a de nouvelles approches pour optimiser l'antibiothérapie dans les pneumopathies aiguës communautaires. Donc on parle de plus en plus de médecine de précision parce qu'il y a des perspectives dans le choix d'antibiothérapie. Donc on parle d'antibiothérapie personnalisée selon le profil génétique du patient et de la sensibilité spécifique aux antibiotiques. Il y a l'intelligence artificielle dont on parle de plus en plus dans le contexte médical, par l'utilisation de logiciels d'aide diagnostique et thérapeutique pour guider la sélection et la durée des antibiotiques, la prescription des probiotiques et la modulation du microbiome, donc dans le but de préserver le microbiote qui est altéré par une utilisation large des antibiotiques, intérêt des probiotiques et des prébiotiques en complément des antibiotiques pour minimiser les effets indésirables gastro-intestinaux et restaurer l'équilibre du microbiote. Et également, bien sûr, tout ça doit être associé à une éducation des professionnels de la santé et des patients par une formation médicale continue, cliniciens et aux recommandations de la gestion des résistances, bientôt je vais finir, et l'éducation des patients concernant l'importance de l'adhésion au traitement et les risques de surconsommation. Donc j'arrive à la conclusion. Donc au terme de tout ce qui a été dit, donc optimiser l'antibiothérapie des pneumopathies aiguës communautaires en 2025 nécessite une approche intégrée entre le bon choix de l'antibiotique, la durée de traitement ajustée et l'évaluation continue de la réponse clinique. Il y a un souci permanent d'écologie bactérienne dans le but de réduire la durée de l'antibiothérapie, réduire le spectre de l'antibiotique et bien sûr, comme vous avez vu dans les algorithmes décisionnels, il faut éviter les fluoroquinolones de première intention s'il n'y a pas de PAC grave ou bien de légionnelle et surtout vous avez vu qu'on prescrit la lévofloxacine, c'est pas le deuxième choix si présence d'allergie grave au deuxième choix. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Senaïssa, pour la clarté de cet exposé, avec toutes donc ces plaques pertinentes. Et c'est un thème qui est très intéressant, et je remercie donc les organisateurs d'avoir pensé à ce thème, notamment donc mon ami Fath El Amri, que je remercie énormément pour l'invitation. Et on passe aux questions. Moi, je commence par deux petites questions concernant est-ce qu'on a des données épidémiologiques qui pourraient aider le praticien à prendre une décision de prise en charge en première ligne. C'est-à-dire, on sait que ces pneumopathies aiguës communautaires sont d'ordre viral ou bactérien ou atypique. J'aurais aimé avoir des pourcentages pour orienter un peu le clinicien dans quel sens il pourrait donc prendre en charge ces patients, d'une part. D'autre part, le pourcentage aussi des PAC graves nécessitant l'hospitalisation. Est-ce qu'on a une idée épidémiologique? Enfin, une dernière remarque, peut-être pour les prébiotiques, vu le retentissement de ces sur la flore donc microbienne, sur le microbiote, est-ce qu'on est amené à prescrire systématiquement en ambulatoire des prébiotiques afin de couvrir donc cette flore commensale? Pour répondre à la première question, donc sur le plan épidémiologique, pour voir le pourcentage des infections virales, bactériennes, à germes atypiques ou bien le pneumocoque, malheureusement, le fait d'avoir ces pourcentages, ça dépend des techniques diagnostiques qu'on doit faire. Sur le plan diagnostique, l'examen cytobactériologique des crachats, également l'antigénurie, les multiplex, ils sont pratiqués mais de façon relative, que ce soit au milieu de première ligne ou intra-hospitalier. De ce fait, les chiffres ne peuvent pas être cernés.
Par contre, on raisonne sur le plan épidémiologique. Par exemple, dans les périodes d'épidémie virale, donc par rapport, il y a des centres hospitaliers, il y a un système de veille sanitaire virale représenté par le service de virologie à Tunis. Donc, chez les patients PAC graves en milieu, donc en contexte épidémique, on fait la recherche de ces germes par la multiplex, la quadriplex virale. Pour les germes atypiques, ça dépend de la technique, ça dépend de la disponibilité des moyens diagnostiques en milieu de microbiologie. Pour le CBC, donc malheureusement, c'est un examen qui n'est pas très sensible, donc on peut pas cerner sur le plan épidémiologique le pourcentage. La deuxième question, c'est l'indication des hospitalisations, les PAC graves. Les PAC graves. En pourcentage, à peu près. Franchement, j'ai pas dans la tête, même dans le cadre de notre hôpital. Et pour la troisième question, les prébiotiques. Les prébiotiques, oui. C'est pas une recommandation, mais c'est une recommandation de bonne pratique. On a tendance à prescrire les prébiotiques pour éviter l'altération de microbiomes, ce qui est bien pour le patient. Donc, sur le plan réel, pratique, on n'a pas vu de surprescription. S'il vous plaît, à propos de l'incidence de pneumopathie communautaire, est-ce qu'on a constaté pendant la période de Covid une diminution de cette incidence? Et actuellement, comme on vaccine contre le pneumocoque, est-ce que aussi le pneumocoque demeure quand même le chef de file de ces infections bactériennes? Pendant la période de Covid, oui, il y a un afflux des tableaux radiocliniques de pneumopathie aiguë communautaire qui sont graves et qui sont liés à l'infection virale par le SARS-CoV-2. Mais pour les bactéries, donc pour les autres germes, bien sûr, sur le plan épidémiologique, s'il y a une plus grande proportion des patients qui ont une PAC d'origine virale, donc bien sûr les autres germes, donc les PAC bactériennes sont diminuées. Pour la deuxième question, c'est l'arbitre. Pour le pneumocoque, bien sûr, on vaccine les patients qui sont éligibles, ce sont les patients âgés qui ont des comorbidités, mais bien sûr, malgré cette vaccination, on va protéger les patients contre les formes graves, mais elle ne protège pas contre l'infection en elle-même par le pneumocoque. Donc le pneumocoque reste toujours le chef de file pour les pneumopathies aiguës communautaires. Donc le pneumocoque, il est le plus virulent, donc la vaccination, elle prévient contre les formes graves. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Un commentaire, une question, s'il faut être. Merci, Martin. Pour la TDM, vous avez signalé qu'il faut faire un low dose. Est-ce qu'il faut premièrement le signaler sur la demande d'examen ou bien le radiologue en nous disant suspicion de PAC et le fait lui-même? Et deuxièmement, est-ce qu'il est systématique de le faire chez les personnes tabagiques à partir de 40-50 ans? Et est-ce qu'il faut le faire normalement TDM normal? Pas le low dose. Donc pour la première question, donc... Si vous permettez, professeur Issa souhaite faire un commentaire radiologique concernant ces prises en charge des PAC. Donc, elle aura le privilège de répondre à la question. Oui. Merci. Elle est la mieux placée. Donc, après ton autorisation, donc je réponds d'abord à la question du Dr Mezah. Il faut juste demander une TDM thoracique. C'est le radiologue donc qui choisit la technique. Généralement, si on indique une TDM thoracique, c'est un examen qui sera fait sans injection. Et on a de plus en plus l'habitude de faire des scanners basse dose, low dose. Donc on diminue le kV et le milliampérage du tube, donc pour minimiser l'irradiation. Donc là, on a juste besoin du parenchyme pulmonaire qu'on peut explorer au low dose. Donc pour les cliniciens prescripteurs, vous demandez juste une TDM thoracique et c'est nous qui devrons juger donc de la technique de l'examen. Donc pour les patients tabagiques, donc c'est le clinicien qui va vous répondre pour les indications, ce que vous demandez systématiquement. Je pense que non.
Pour le moment, il n'y a pas un programme national de dépistage du cancer bronchopulmonaire par TDM, donc basse dose. Sinon, autre question? La radiographie de thorax reste toujours le premier examen de première intention qui doit être fait. Si on est sûr du diagnostic, le patient sera traité. Et si amélioration clinique, la radiographie de thorax généralement n'est pas indiquée de première intention parce que si il s'améliore sur le plan clinique, le nettoyage radiologique va prendre un peu de temps. Donc vous pouvez le contrôler juste par radiothorax à distance donc de l'épisode d'amélioration pour voir est-ce qu'il y a un nettoyage complet ou pas. Si jamais le patient il est toujours symptomatique, il n'y a pas de nettoyage radiologique, donc là il faut indiquer le scanner, d'accord? Et pour le scanner, donc c'est en fonction de ce qu'on va voir sur le sans injection. Si donc il y a la suspicion de tumeur, donc on va faire un scanner avec injection. Donc pour les PAC, juste une petite mise au point, vous avez parlé de l'échographie thoracique, de plus en plus c'est indiqué et l'imagerie là, c'est l'extension de l'auscultation du pneumologue. Donc la radiographie de thorax, elle est toujours d'actualité, il faut la faire de face plus ou moins un profil. Donc pour l'échographie thoracique, les indications, c'est un complément de la radiothorax, je vois. On peut pas la faire de première intention. Donc s'il y a un doute diagnostique, surtout de pleuropneumopathie. Si vous doutez qu'il y a un épanchement pleural associé et vous voulez voir si jamais c'est un épanchement ou bien c'est des plages de comblement alvéolaire, on peut nous demander une échographie donc thoracique. Vous pouvez, les cliniciens, il faut un clinicien entraîné. Tu sais, ça n'est mon avis sur ce thème, la pratique de l'échographie par le clinicien. Je vois si vous allez ponctionner un épanchement, sécuriser votre geste, on peut le faire. Donc l'échographie thoracique pour sécuriser. Pour le scanner, comme vous avez dit, c'est un scanner basse dose, juste pour faire le diagnostic. Et c'est toujours 2 secondes d'intention après la radiothorax s'il y a un diagnostic. L'injection pour les PAC, c'est juste pour si on suspecte une complication, une absédation par contre, absence d'amélioration, là on va injecter, ou bien si vous suspectez une embolie pulmonaire. Voilà, c'est une petite mise au point sur l'apport de l'imagerie.